De nos jours, le football reste encore le sport le plus médiatisé et qui intéresse le plus de personnes. Cependant, il existe deux mondes footballistiques. Le football professionnel et son business qui fait face au football amateur qui vit avec des moyens bien plus limités. En effet, les écarts gigantesques des moyens mis à disposition entre ces deux pratiques sont tels qu'on ne peut plus les mettre au même niveau. Nous allons donc nous intéresser au sponsoring, qui est un acte commercial de la part d'une entreprise qui souhaite promouvoir un produit ou une marque et accroître sa notoriété. L'entreprise atteint un retour sur investissement en termes d'image sur une période donnée. Cet écart est évidemment présent au niveau des sponsorings de maillots, qui est le sujet de notre étude. Nous allons donc nous demander si le sponsoring du football professionnel et du football amateur sont deux univers inconciliables. Dans un premier temps, nous étudierons les différences entre ces deux possibles univers, puis dans un second temps, les liens qui les unissent. Prenons l'exemple du Paris Saint-Germain en France pour illustrer le business du sponsoring maillot des clubs professionnels. Depuis 2 ans, le Paris Saint-Germain, le club de la capitale, est entré dans une nouvelle dimension tant sportive qu'économique avec l'arrivée du QSI, Qatar Sports Investments. En devenant le club français le plus riche, le PSG a également changé de dimension au niveau du sponsoring. Le PSG est sous contrat avec la marque américaine Nike depuis 1989 et la compagnie aérienne Fly Emirates depuis 2006. Ces contrats, prenant fin à la fin de la saison 2013-2014, ne seront sûrement pas renouvelés et le PSG sera à la recherche de contrats plus onéreux dus à la nouvelle couverture mondiale du PSG. La médiatisation du PSG est possible grâce à l'arrivée de joueurs de classe mondiale comme le Suédois Ibrahimovic, le Brésilien Thiago Silva. Il faudra sans doute à ces deux marques prestigieuses aligner plusieurs dizaines de millions par an pour continuer à apparaître sur la tunique rouge et bleue. Le président du club parisien, Nasser El Khelaifi, est en train de négocier un contrat mirobolant avec une banque du Qatar portant sur environ 100 millions d'euros annuels. Il remplacerait Fly Emirates dont le contrat court jusqu'en 2014 selon le club. La compagnie aérienne Emirati débourse 3,5 millions d'euros par an pour s'afficher sur le maillot du Paris Saint-Germain. Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du club, a détaillé sur RMC les grandes lignes de cette nouvelle politique qui devrait être pour le moins lucrative pour le PSG et qui s'inspire de celle des plus grands clubs européens. À l'avenir, il peut n'y avoir qu'une seule marque sur le maillot pour être dans un standard de grands clubs de sport international, permettant à une ou deux marques qui paieront ce privilège à un prix plus élevé de s'exprimer directement sur les immenses stars qui composent l'équipe. L'exemple que nous avons pris ici, celui du PSG, est très représentatif du business qui entoure le football professionnel. Cet exemple est bien entendu visible à l'échelle de l'ensemble des clubs professionnels. Nous allons maintenant nous intéresser à l'ensemble des clubs professionnels. Un club professionnel de football moderne tire son revenu de 5 sources principales. La vente de billets pour chaque match et les abonnements pour toute la saison, les droits TV perçus pour la diffusion des matchs sur les chaînes de télévision, les revenus commerciaux issus de la vente des produits et marchandises liés au nom du club, maillots, produits dérivés, et l'utilisation du nom du club et ou de ses joueurs dans des campagnes publicitaires. Les sponsorings auxquels nous allons nous intéresser, ainsi que les transferts et les primes liés aux résultats du club dans les différentes compétitions auxquelles il participe, qui ne sont pas compris dans le graphique ici étudié. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, le sponsoring occupe un quart des revenus d'un club professionnel entre 2006 et 2008. Au niveau de l'ensemble des clubs professionnels, le sponsoring maillot est omniprésent et fait partie d'un business entre les clubs et les possibles futurs sponsors. Depuis la saison 2000-2001 jusqu'à la saison 2010-2011, on observe une augmentation constante des revenus des clubs professionnels issus des sponsoring maillots, avec une hausse de 100,4% pour atteindre 470,7 millions d'euros annuels. Depuis 2012-2013, et pour la première fois de l'histoire, les clubs des 5 plus grands championnats européens, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France et Pays-Bas, ont collectivement dépassé la barre des 500 millions d'euros en sponsoring maillot pour atteindre précisément la somme de 522 millions d'euros, une augmentation de 7% par rapport à la saison dernière. La Ligue anglaise reste bien évidemment en tête de ce classement,
puisque les 20 clubs génèrent près de 150 millions d'euros pour la saison 2012-2013. L'audience internationale de la Barclays Premier League est un critère déterminant. Dit Andrew Walsh, président de Sport Plus Marque. En effet, ces clubs vont chercher des sponsors hors des frontières nationales et de la même manière, ils vont chercher des entreprises qui n'ont pas d'intérêt business en Angleterre, qui ont signé des partenariats avec des clubs anglais pour bénéficier de cette exposition internationale. A noter que la Ligue 1 fait pas le figure puisque le maillot le plus cher, celui du Paris Saint-Germain, est valorisé à 10,2 millions d'euros par an. Cette position devrait changer avec l'arrivée imminente d'un grand sponsor pour le club de la capitale, sans doute la Qatar National Bank, qui devrait rapporter près de 100 millions d'euros par an. Si l'on regarde les industries, les marques automobiles se sont tournées vers les clubs de football, avec notamment les contrats entre Jeep et la Juventus de Turin, Hyundai avec l'Olympique Lyonnais et Bordeaux avec Kia. A noter l'arrivée de General Motors en 2014, futur sponsor de Manchester United. Nous allons maintenant vous présenter le top 20 des sponsors d'équipes de football en termes de notoriété dans les 5 grands championnats européens évoqués auparavant. Sans surprise, ce sont les équipementiers sportifs qui dominent ce classement avec Adidas et Nike aux 2 premières places et dans cet ordre suivi par Puma qui a réalisé un bond impressionnant depuis 2005 grâce notamment à ses contrats passés avec les équipes africaines. Le top 5 est complété par 2 sponsors de la Coupe du Monde FIFA, Coca-Cola et Emirates, ce dernier étant aussi le sponsor maillot d'Arsenal, de l'AC Milan, du Hambourg SV, du Paris Saint-Germain comme vu auparavant. On voit donc bien que le sponsoring du football professionnel est un réel business avec de grosses sommes en jeu. Les clubs professionnels incarnent un pouvoir économique car les sponsors payent cher l'image des clubs, d'où les contrats mirobolants mis en jeu en ce moment. L'histoire est totalement différente au niveau amateur. Prenons l'exemple du club amateur de l'Olympique d'Alès en Cévennes, le club local. L'Olympique d'Alès en Cévennes est un club français de football basé à Alès et fondé en 1923. Étant l'un des clubs pionniers du football gardois avec le Nîmes Olympique, le club a connu un statut de professionnel entre 1932 et 1961, entre 1977 et 1980 et entre 1982 et 1996. Mais cependant, depuis 1996, le club connaît une descente en enfer passant de la division 2 à la division d'honneur, qui correspond à la 7e division nationale. Depuis 2007, le club stagne en division d'honneur. Nous avons rencontré le président du club, Monsieur Bilange, et nous lui avons posé des questions concernant le sponsoring du club. De petits clubs comme l'OAC. Moi j'avais lu que vous avez un budget à peu près de 300 000 euros. Le budget, ouais, c'est à peu près 300 000 euros. Ok. C'est ça. Quels sont vos principaux sponsors? Alors, principaux sponsors, il y a Cora, Jubil Intérim. Je ne donne pas forcément un ordre de taille, je donne les 4-5 plus gros. GTM, ça vous dit rien, c'est Vinci. Ah oui, groupe, oui, qui fait les autoroutes, qui fait voilà, les constructions. des gros travaux de construction. Le groupe Durand aussi automobile, concession Renault à l'Est. Voilà des sponsors privés. Très bien sûr institutionnels, publics, il y a la mairie. Ok. Est-ce que c'est vous qui venez aux sponsors ou c'est les sponsors qui viennent à vous J'ai envie de dire, il y a les deux situations en fait. Il y a des entreprises qui nous contactent, qui ont envie d'être sur le maillot de l'OAC. Il y a des entreprises que l'on démarche, sur le maillot c'est le coût le plus élevé, mais même s'il est partagé, il n'y a pas d'exclusivité, il y a plusieurs marques sur le maillot de l'équipe première. Après on décline sur toutes les équipes, puisqu'on a toutes les tailles, ça va des poussins à l'équipe première en DHE. Mais, combien on a de sponsoring? C'est à peu près 80 000. Le sponsoring privé, c'est à peu près entre 80 et 100 000 euros par an. Comme nous l'explique M. Bilange, il y a un réel écart au niveau du sponsoring entre le football amateur et le football professionnel. Par exemple, le futur contrat de sponsoring du PSG est 13 fois supérieur au contrat du club alésien. L'exemple de l'OAC est donc bien démonstratif du contraste existant entre ces deux mondes. La situation de l'OAC est même aisée et certains clubs vivent avec moins, notamment au niveau du sponsoring. Ce phénomène s'oppose bien entendu au football professionnel et son business autour du sponsoring. Au terme de cette première partie, nous pouvons donc désigner le sponsoring du football amateur et celui du football professionnel
comme deux mondes inconciliables et opposés. Nous allons maintenant vous montrer que ces deux univers peuvent s'entendre et ont des convergences. L'exemple de la Coupe de France est un bon exemple. La Coupe de France de football est une compétition à élimination directe organisée par la Fédération française de football. Elle est ouverte aux clubs amateurs mais également aux clubs professionnels. Les partenaires majeurs des clubs amateurs et professionnels participant à la Coupe de France sont Nike, le Crédit Agricole et PMU. La Coupe de France permet donc d'unir les clubs amateurs et professionnels au niveau du sponsoring et donc de mettre au même niveau tous les clubs en lice. En cas de bon parcours des clubs amateurs, cela permet d'avoir des retombées médiatiques et économiques, comme les droits télé. Par exemple, le stade est rempli, on passe à la télévision où la ville du club est plus connue à travers la France. L'OAC, qui avait affronté AS Monaco au 7e tour de la Coupe de France l'an dernier, fait partie de ces exemples. Nous pouvons conclure dans notre étude que les contrastes entre football professionnel et amateur en termes de sponsoring sont gigantesques. Le sponsoring représente un réel business au niveau professionnel, alors qu'au niveau amateur, les sponsors sont souvent locaux et rapportent assez peu. Il existe quand même des convergences, comme nous l'avons vu avec la Coupe de France. Clubs professionnels et amateurs sont mis sur un même pied d'égalité en termes de sponsoring. Ces convergences sont néanmoins minimes et ne comblent pas le gouffre séparant ces deux mondes.